Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce moment particulier du festival de la 36e édition, cette masterclass consacrée au cinéma de Radu Jude, une sorte de point d'orgue de cette rétrospective que l'on a construite avec lui. On est vraiment extrêmement heureux d'accueillir pour cette masterclass André Gorzo, qui est peut-être la personne qui connaît le mieux le cinéma de Radu Jude. André Gorzo est universitaire et critique roumain. Il enseigne le cinéma à l'Université nationale de cinéma de Bucarest. Il a écrit beaucoup de livres et beaucoup d'articles, surtout sur le cinéma de Radu Jude. Et il a écrit avec Véronica Lazar un livre qui était jusqu'à il y a quelques jours le seul livre sur Radu Jude au monde. Un livre écrit en anglais, donc qui est tout à fait accessible et qui est absolument passionnant. Jusqu'à il y a quelques jours, parce qu'il a été désormais suivi par ce nouveau livre, coédité par le FID et les éditions de l'Œil, en partenariat avec le Centre Pompidou, un livre collectif consacré au cinéma de Radu Jude. Il se trouve que c'est chose assez rare, quasiment tous les auteurs du livre sont présents, alors qu'il y en a assez nombreux, à Marseille. Pour vous signaler qu'à l'issue de la masterclass, il y aura une rencontre avec Radu, Andrei et d'autres auteurs s'ils souhaitent se joindre à nous, à la librairie des éditions de l'Œil, vous avez vu la table de la librairie, dans l'accueil, dans le hall d'accueil des variétés. Donc voilà, on enchaînera, on poursuivra avec Radu à l'issue de la masterclass. J'en profite pour signaler aussi à votre attention une autre parution du Film Marseille. Le Film Marseille est devenu éditeur de livres et de revues. Donc nous faisons paraître une revue annuelle de cinéma qui s'appelle Feedback, qui revient à la fois sur l'édition du FID, mais aussi sur une année mondiale de cinématographie, à travers des études assez approfondies de quelques films choisis. C'est le numéro 1, il vient de paraître, je vous invite vraiment à le feuilleter. Il est aussi disponible, bien sûr, sur la table des éditions de l'Œil. Voilà, sans prendre plus de temps, je vous demande tout d'abord d'accueillir chaleureusement Radu et Andrei. À vous de jouer. Merci. Bon, je suis vraiment ému et heureux d'être là et d'animer cette masterclass de Radu Jude. On a 2 heures, je ne sais pas. Presque. Bon, on doit faire vite. Pour lancer la discussion, on va regarder 2 extraits, l'un après l'autre. Le premier vient d'un de tes derniers films. Quand je dis un de tes derniers films, je veux seulement dire que c'est un film de 2023 parce que depuis, tu en as enchaîné encore 4. Et on parlera de ça plus tard, de ta étonnante vitesse de travail. Bon, c'est le premier extrait. Le deuxième extrait vient de l'autre bout de ta carrière, donc c'est un extrait de ton tout premier court-métrage professionnel, La Lampe au chapeau, de 2006. Et donc pour commencer, on va juxtaposer ces 2 fragments pour avoir un début, des petites idées de la route que tu as faite en ces 19 ans. Ok. Bon. Le film de 2023 n'attendait pas trop de la fin du monde. Ça se lance sur plusieurs pistes à la fois. Comme spectateur, on est bombardé, on est assailli. C'est un peu comme... c'est désorientant, c'est un peu comme naviguer sur TikTok. Tu sautes d'un régime de l'image à un autre, tandis que le film de 2006, La Lampe au chapeau, c'est un réalisme social plus traditionnel, c'est assez représentatif pour ce qu'on appelait à l'époque le nouveau cinéma roumain. Ça a des affinités visuelles avec les grands films de Fred Dardenne, comme Rosetta, par exemple. Ça a aussi quelque chose d'emblématiquement néoréaliste, ce couple père et fils qui doit faire ce voyage dans la ville, un voyage, une aventure dont la mise est à la fois toute petite, c'est la réparation d'une vieille télé, mais c'est aussi énorme parce qu'on comprend comme spectateur que la télé est une fenêtre sur le monde. Pour l'enfant, c'est peut-être une chance de sortie.
Bon, j'arrive à ma première question, plutôt à ma première volet, ma première rafale de questions. Ça concerne tes rapports avec ce nouveau cinéma roumain, qu'on a aussi appelé la nouvelle vague roumaine, une vague de l'écume de laquelle tu es né. Le film phare de ce mouvement, La mort de Dante Lazarescu de 2005, c'est un film sur lequel tu as travaillé comme assistant réalisateur et on est enclin à imaginer, peut-être à tort, que ça a été une expérience constituante pour toi. Et quand tu as fait tes débuts, pas seulement le court-métrage qu'on a vu de 2006, mais aussi ton début en long-métrage, La fille la plus heureuse du monde, qui est apparu en 2009, on te voyait, on te percevait comme un participant à ce mouvement, à ce nouveau cinéma roumain. On commençait à distinguer entre deux phases. On commençait à diviser cette vague. On parlait d'une première nouvelle vague roumaine composée des premiers grands films de Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Corneliu Porumboiu, et d'une deuxième vague, toi, avec des autres réalisateurs comme Adrian Sitaru et Marian Crișan, qui étaient arrivés un peu plus tard. Et je vais te demander comment tu t'es rapporté à ça, tout ça à l'époque, comment tu te rapportes à ça maintenant, si tu dois quelque chose à ce contexte, si tu te sentais plutôt étranger à ces gens et irrité d'être mis dans le même coin avec eux, si tu sentais qu'il y avait quelque chose d'étouffant dans ça qui t'empêchait de développer tes propres intérêts. Qu'est-ce que tu penses de toute cette nouvelle vague roumaine? Bon, c'est une question très complexe en effet, parce que je me suis développé un peu différente peut-être des autres gens de Roumanie, de ma génération quand même, parce que j'ai commencé un peu, comme j'ai parlé déjà dans l'interview avec Cyril, en découvrant le cinéma par la cinéphilie, on peut dire, par la cinémathèque, etc. Et pas comme c'est le cas pour beaucoup de gens des sociétés occidentales, par la pratique, soit qu'ils avaient un appareil Super 8 ou une caméra VHS chez eux, ils commençaient à faire des films avec les amis, etc., etc. Et après, à cause de différentes conjonctures, j'ai commencé à travailler comme assistant réalisateur. Et j'ai travaillé un énorme nombre des années. J'ai travaillé pour des films étrangers faits en Roumanie, pour des films roumains, pour des films... Comme tu as dit, pour des publicités. Après, j'ai travaillé comme réalisateur en télévision, etc., etc. Donc, c'était un travail autour de ça. Et c'est vrai que j'étais marqué par ces expériences de travail pour les films roumains, parce que c'était tout d'un coup, tu te souviens que c'était une époque où c'était pas beaucoup de films de jeunes, à l'époque, des jeunes réalisateurs, et ça n'existait pas un modèle d'être capable de financer un film et le faire. Et je pense que la première question que j'ai trouvée enthousiasmante et que je trouve encore enthousiasmante, c'était que ces films qui étaient des modèles pour moi et pour beaucoup des autres, où j'ai déjà travaillé comme assistant, c'était fait, contrairement à les films étrangers où j'ai travaillé comme assistant, dans une économie différente, avec beaucoup moins d'argent. Bon, après, tous ces réalisateurs ou des autres ont commencé à faire des films exactement comme dans le cinéma européen, avec des coproductions, etc. Mais à l'époque, c'était un modèle qui pouvait être perçu comme une possibilité de faire un film dans des locations réelles, dans le présent, etc., etc. Donc, c'était une inspiration de ça. Lui-même, toutes ces vagues, si on dit comme ça, venaient des modèles, soit les frères Dardenne, soit modèles plus anciens, néoréalisme, etc., qui me restaient d'une certaine manière. Le problème est, parce que quand je regardais ici, je ne savais pas ce que tu vas demander, parce que je trouve que d'une certaine manière, le film plus ancien, La Lampe au chapeau, a une certaine...
on peut dire simplicité, pureté, si tu veux, la pureté du cinéma qui était recherchée et qui était constituée comme un dogme. Pas seulement en Roumanie, mais partout, et même encore, c'est des directions en cinéma, soit post-bressonienne, soit post-néoréaliste, on peut dire, qui cherche, ou dans le documentaire direct, qui cherche une certaine pureté de langage cinématographique. Et soit j'ai perdu ça à cause de l'âge ou des expériences, je ne sais pas, soit parce que je trouve très compliqué déjà le premier extrait d'un de mes derniers films, et je ne suis pas capable de retrouver cette simplicité. Mais quand je dis pas capable, je dis dans les deux sens du terme, pas capable comme quelque chose qui s'est perdu, mais dans le même temps, je me suis dit qu'il y a certains thèmes ou certaines directions ou certaines idées qui pourraient être exprimées, à mon avis. Je ne peux pas que faire un travail qui est, comme tu as dit, désorientant un peu, ou très... Bon, je pense que ça devient, après le début du film, de plus en plus clair, mais existe... donc, comme ça vient, pour répondre à ta question finalement, comme ça vient d'une sorte de nécessité et pas d'une sorte de désir. C'est tous ces films de dernière année, parce que aussi peut-être parce qu'ils sont beaucoup comparé à une production standardisée européenne, je n'ai pas la possibilité de stabiliser, si tu veux, ces projets avant de les faire. Donc, la lutte de faire les films, c'est le projet entier, je ne sais pas comment dire, et ça se voit. Normalement, quand quelqu'un fait des films, on peut dire des films de fiction, c'est prépare, c'est un scénario, c'est une préparation longue, moins ou plus longue. Le réalisateur sait très bien ce qu'il veut ou ce qu'elle veut faire et le fait. Et dans mon cas, c'est tout le temps une lutte très fatigante et très neurotique et très, très, très difficile de stabiliser, de capter, de fixer les idées que j'ai dans un temps réduit. Parce que, donc, et après, si ça me... La seule chose que je considère que ça me fait différente, et ça ne m'intéresse pas si c'est étouffant ou pas, ou comme tu disais, ou si c'est une différence ou non, c'est la question que pour une certaine partie des films, et on va parler de ça si tu veux, je suis intéressé d'histoire, dans l'histoire où la relation entre passé et présent est un passé plus ancien que la plupart de mes collègues. Et je ne suis pas du tout métaphysique ou spirituel, ou je suis plutôt, on peut dire, bon, je ne sais pas, matérialiste, mais pas... Même si c'est une partie spirituelle dans ce que je fais, je pense, mais la plupart n'est pas spirituelle. Je te demandais si tu te sentais un peu étouffé à l'époque, parce que si tu ressentais ce nouveau cinéma roumain comme un peu trop rigide, un peu trop codifié, un peu trop comme un genre. Parce que je me souviens d'un entretien que tu as donné, c'était en 2012, à l'époque de ton second long métrage Papa vient dimanche. Tu te montrais déjà impatient avec ce que tu appelais cette obsession du nouveau cinéma roumain pour la rigueur ou la pureté formelle. Et tu paraphrasais André Bazin en te déclarant d'un côté d'un cinéma impur. Et je voulais te demander si tu te souviens, qu'est-ce que tu entendais par ça? Avec quoi exactement voulais-tu rompre? Oui, je pense que c'était une période où existait, comme je disais, cette obsession pour une sorte de... je ne sais pas si je dois dire pureté ou c'était une question de trouver le spécifique cinématographique exact. Dans une sorte de documentarisme observationnel. Dans une sorte de documentarisme, dans une sorte de stylistique qui sait bien d'être unitaire, dans on peut dire, les dialogues des personnages qui doivent être réalistes, etc. Et moi, comme je suis quelqu'un que toute ma vie j'ai lu des livres et je suis
très attaché à la notion de livre, pour donner cet exemple. J'avais l'impression que, où j'ai commencé à cette époque, parce que quand ce film est sorti, j'ai commencé déjà à écrire Aferim. Et c'était exactement dans cette période de recherche où mon intérêt pour la littérature ou pour des livres en sens général s'est éclaté. Et je commençais à me dire, mais pourquoi je ne peux pas utiliser, et même dans un Papa vient dimanche, comme c'est le titre ici, tu peux voir qu'il y a quelques citations, quelques haïkus que le personnage dit ou quelque chose comme ça, qu'il y avait des collègues cinéastes, même des critiques qui étaient déjà disaient, mais voilà, ou un casting qui était considéré, parce que les personnes âgées dans le film, les personnages âgés sont joués par des acteurs de la comédie la plus minable. Aucun réalisateur sérieux ne toucherait pas ça. Donc, c'est vrai que c'est commencé un peu de... Mais c'était tout le temps à cause de nécessité pour mes films et pas dans la relation avec le milieu ou avec des autres. Je n'ai jamais senti comme une pression de ça. Et, au contraire, on sentit à l'époque, et c'est quelque chose que je pense que c'est perdu un peu, une sorte d'énergie et un désir de travailler parce que c'était quelque chose de nouveau. Souviens-toi que des années 90 et début des années 2000, ça n'existait pas beaucoup de cinéma ou de cinéma jaune. Et tout d'un coup, à cause aussi d'une loi de cinéma, la production a augmenté tout d'un coup. Oui, peut-être qu'on doit donner ce contexte au public, ce que le nouveau cinéma roumain a fait. Il a vraiment, la mort de Dante Lăzărescu et les films qui lui ont suivi en 2006-2007, ils ont vraiment réinventé le cinéma roumain. C'est encore le plus grand succès du cinéma roumain, c'est la Palme d'Or pour Cristian Mungiu, etc. Et ils ont fait le cinéma roumain connu à l'étranger pour la première fois, parce qu'avant ça, quelques films roumains avaient été populaires dans la Chine post-maoïste des années 70 et dans l'Iran isolé des années 80, et puis dans les années 90, après la chute du communisme, des films de Lucian Pintilie avaient suscité un certain intérêt en l'Occident, surtout particulièrement en France, mais c'est à peu près tout avant le nouveau cinéma roumain. Donc le nouveau cinéma roumain a eu cet effet régénérant. Mais pour toi, j'avais déjà l'impression en 2011, en 2012, que tu ressentais comme... toute cette obsession avec la rigueur et la pureté stylistique, tu ressentais tout ça comme un peu limitatif. Oui, mais comme je disais, je ne peux pas parler comme je peux dire, comme un paysage général, comme tu peux avoir, parce que c'est aussi ton métier de critique et théoricien du cinéma. Mais c'était... Quand j'ai commencé à faire Aferim, à écrire, c'est exactement... Et tu l'écrivais déjà en 2012 Oui, j'ai commencé à rechercher, en effet. Et tout d'un coup, cette question, quand tu commences à penser sur l'histoire, les outils que tu as... Je ressentis ça déjà de cette période de recherche. Les outils que tu peux avoir pour un film au présent, on peut dire comme ça, c'était une intuition qu'après je devais utiliser pour travailler dessus. Mm-hmm. Je l'ai senti comme pas très capable de les utiliser pour ce que j'avais l'intuition de faire à l'époque. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Aferim arrive en 2015 et il arrive comme un tournant. Dans ta carrière et aussi un peu pour le cinéma roumain. Avant que le film puisse être vu en Roumanie, il a suscité un certain intérêt de la part d'un public roumain qui détestait le néoréalisme du nouveau cinéma roumain. Il y avait ce public qui détestait toute cette tranche de vie qui semblait se passer dans des immeubles grisâtres. Et un public qui était nostalgique pour le cinéma historique et d'aventure de l'époque
Ceausescu. Ce vieux western roumain avec des chevaux et de beaux paysages et des boyards et des hors-la-loi romantiques. Et Les films de Haïdouk. les films de Haïdouk, comme on les appelait. Et Taferim renoue vraiment avec ce filon du cinéma roumain. Est-ce qu'on peut regarder un extrait Taferim avant de continuer? Bon, ça a été un choc en Roumanie en 2015, Taferim. Oui, mais je pense que d'abord c'était un choc à cause du sujet. Et en effet, peut-être c'est une question qui est liée aussi à l'âge de quelqu'un, parce que j'étais plus âgé et tu commences ou ça c'était dans mon cas, tu commences à t'intéresser à des autres choses autour. Et ça c'était lié au racisme autour et à la question d'où venait ce racisme, etc. etc. Mais tu sais que ce projet a commencé un peu différemment, parce que je voulais faire un film sur la révolution de Ploiești. Dans le 19e siècle, on a eu une révolution là-bas et j'ai commencé à rechercher ça et à un certain moment, j'ai tombé sur les histoires d'esclavage rome et je me suis souvenu de ça. Donc j'ai recommencé à rechercher ce sujet beaucoup. Et le choc, je pense que c'était vrai parce que c'était attaqué beaucoup et défendu beaucoup. Et tu et Véronica étaient on doit dire, les premières de le défendre. Mais je pense que la question, c'était sur le sujet. Oui, mais aussi parce que c'est un film séduisant. C'est un film qui semble offrir au grand public roumain la chance d'évader dans un passé fantasmé, romantique, dans une langue roumaine archaïque, plus succulente à notre oreille que celle d'aujourd'hui. Et le film fait ça. Il séduit son public comme ça, mais en même temps, tu coupes sauvagement au public toute possibilité d'engagement purement nostalgique et évasionniste. Le public se retrouvait en 2015 face à face à ce qui est en effet une généalogie du racisme contemporain qui, comme tu le savais mieux que moi, et tu l'as pu constater quand le film a finalement été vu en Roumanie et il a provoqué ces réactions furieuses. Et ce racisme est très répandu à tous les niveaux de la société. Et quand le film, après avoir reçu un prix pour la mise en scène à la Berlinale, quand il a enfin été vu en Roumanie, il y a eu cette réaction vraiment étrange, des gens qui, comme s'ils essayaient de protéger leur plaisir et d'ignorer cette épine que tu enfonçais dans leur côte, le côté politique du film. En effet, c'était d'autres choses que j'ai cherché quand j'ai fait le film. Tout d'un coup, un désir de distanciation, parce que l'idée de reconstituer l'histoire comme dans les films américains, très réalistes, ou comme dans les films anciens roumains, ça ne me satisfaisait pas du tout, parce que je le trouvais, dans le jour où j'ai vu les premiers costumes, j'ai su que je ne peux pas faire ça, c'était très, très, très ridicule. Mais dans le même temps, presque tous les textes sont des citations, ou des mélanges de citations, ou des mélanges de documents. Ce document que l'adolescent lit ici, c'est un vrai document pris exactement comme ça, et j'ai changé seulement le nom. Là-bas. Donc c'est un travail pour cette distinction. Mais c'est vrai qu'en le même temps, je voulais que le film ait une allure légère, populaire, et même je voulais avoir des beaux paysages. À cause de quoi? Parce que dans mes premiers deux films, c'était des accusations, parfois ridicules, en disant, mais on a en Roumanie, et ça c'est vrai, de très beaux paysages, et personne ne tourne ces paysages. C'était des accusations contre le nouveau cinéma roumain en général, que ça se passe toujours dans ces immeubles. Oui, et je me suis dit, voilà, je peux offrir des paysages très beaux,
des paysages très belles, et les gens se rendent contents. Mais en effet, et des films en costume, c'était quelque chose de très intéressant quand je préparais le film et j'ai rencontré des gens, ils disaient qu'est-ce que tu fais? Je disais voilà, je fais un film en costume 19e siècle. Tout le monde disait ah, c'est incroyable, j'aime beaucoup Le Guépard de Visconti ou je sais pas, Barry Lyndon. Je disais mais c'est un peu sur l'esclavage des gitanes. Et après, tout le monde n'était pas... Ou quelqu'un m'a dit, c'était un chef d'une agence de pub, je faisais pour gagner ma vie beaucoup de publicité. Et Toujours dans la publicité en oui, 2015. oui, jusqu'à 2018. Et il m'a dit, donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai dit, un film qui est dans le temps des esclavages de Rome. Il a dit, quel beau temps était... Tu sais, donc c'était... Tu te souviens on a fait un entretien sur le film, c'était pas en Roumanie, c'était à Bruxelles. Oui. Quelques ans après la première. C'était à Bruxelles, mais il y avait beaucoup de Roumains dans la salle. Et, un homme est devenu vraiment furieux et il disait... Pourquoi est-ce qu'on parle de l'esclavage, des hiérarchies sociales, de choses comme ça? Parce que le film est universel, c'est simplement, il disait, une histoire de cul. On devrait parler de ça. Oui. Pourquoi est-ce qu'on accentue des choses comme l'esclavage? Oui, mais ça, c'est parce que tu as mentionné cette histoire de Bruxelles. Je dois le raconter rapidement, parce que ça dit un peu, je peux trouver là un peu plus. Je pense que ce mec était un sécuriste, ce qu'on dit en quelqu'un qui travaillait et peut-être encore travaille dans le service secret de Ceausescu ou des nouveaux services secrets où c'est une continuité claire. Parce qu'il était vraiment habillé comme une caricature de sécuriste, avec une longue noire, comment ça s'appelle, un paleton, un manteau comme ça. Et c'était avec un autre mec dans la salle qui pendant tout notre échange, faisait des photos comme ça, dans le même... mais c'était très intimidant parce qu'il regardait comme ça. Et le mec a dit à un certain moment, quand on a commencé à discuter, ce qu'on discute maintenant, il a dit, mais non, dis-nous comment vous avez trouvé ces acteurs formidables dans cette histoire universelle. Essayer de dévier la discussion. De dévier la discussion tout le temps. Et ça, c'était une stratégie de la sécurité des anciens temps. Il ne voulait pas s'arrêter. Si tu te souviens. Tout le temps, il voulait poser des questions et quand il commençait à parler, il ne s'arrêtait pas parce qu'il attendait qu'on finisse le temps. Oui, c'était... c'est vrai que... Mais je pense que c'est ça que tu veux dire, que c'est une façon d'interpréter, pas seulement ce film, mais tous les films, avoir ce que tu veux. Parce que je me souviens que tu étais assez furieux sur quelqu'un qui est un poète, un intellectuel, qui écrivait positivement sur le film, mais en parlant seulement sur la qualité d'image. Parce qu'il me semblait que lui aussi, oui. il minimisait ce côté politique incommode du film. Oui, et pour moi, ça c'est ensemble. On doit aussi ajouter que la question de l'esclavage de Rome, c'était une question à laquelle le cinéma roumain, comme la littérature et les arts en général, n'avait presque pas touché du tout. Oui. Et soudain, on avait ces films dans lesquels ce tableau social de la Roumanie du début du 19e siècle et la question de l'esclavage est au centre. Et tous ces gens, oui, ils m'énervaient parce qu'ils l'ignoraient, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour cacher. Pour ne pas voir ça. Pour cacher. Il disait voilà, quelle beauté de noir et blanc, la nature, etc., etc. Oui, mais dans le même temps, je dois dire que pour moi, quand j'entends le mot cinéaste politique ou une chose comme ça, j'ai un peu de recul, pas parce que je crois que c'est pas comme ça, j'espère que c'est comme ça, mais aussi parce qu'il y a des autres, de l'autre part, des gens qui ignorent totalement l'aspect formel. Quand je dis formel, je parle sur la structure, sur la dramaturgie, sur la production, sur
tout ce qui est sur la dimension esthétique dans le sens plus large, qui pour moi est au même niveau que toutes les autres dimensions. Je ne peux pas penser autrement. C'est à cause de ça que parfois il y a des gens qui disent mais pourquoi tu ne fais pas un film sur ce sujet ou un autre sujet? Et j'ai dit mais je n'ai pas aucune forme pour ça, j'ai besoin d'une forme. Donc je suis un formaliste si vous voulez. Bon, revenons aussi à ça, à la question de la littérature, parce que ça a aussi quelque chose de neuf dans le cinéma roumain, dans ton cinéma, la façon dont tu ouvres sur la littérature, le film est composé entièrement de citations littéraires et cinématographiques, mais surtout littéraires, certains d'eux très, très ludiques. C'est ça aussi que tu avais en esprit quand tu parlais d'un cinéma impur, un cinéma qui se laisse contaminer par les autres arts, par le théâtre, par les arts visuels, par la littérature. Tu considérais que le nouveau cinéma roumain manque un peu de ça dans son ambition de se maintenir pur? Bon, ouais, c'est difficile maintenant de dire ce que je pensais 15 ans, il y a déjà 15 ans, mais c'est vrai que c'était pour moi même, et j'avais besoin de faire pas à pas ça, parce qu'après j'ai fait ça avec Aferim. Aferim, c'était coécrit avec Florin Lăzărescu, un écrivain qui a écrit aussi La lampe au chapeau, mais même s'il est un écrivain, l'idée de faire cette citation qui est venue en effet de la nécessité, parce que tu dis, voilà, on a un film, c'est dans le 19e siècle, comment on fait le dialogue? Et ça, c'est pas... Tu sais, le grand problème de ça, c'est exprimé par une anecdote que Hawks raconte sur Faulkner, quand il dit que... Le pays de Pharaon. Il faisait Land of the Pharaohs. Land of Pharaohs. Et c'était le décor de Trauner était fait déjà, etc. Et Faulkner devait écrire, Bill, comme il dit, Hawks, Bill Faulkner devait écrire le scénario et il était en retard, donc il a dit, voilà, tu viens à côté de mon bureau pour écrire le scénario. Et Faulkner est venu, commençait à écrire à la machine à écrire, et commençait à rire, à avoir un fou rire de minutes et minutes et minutes. À un certain moment, Hawks a entré et a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et il a dit, mais voilà, j'ai écrit la première scène, le pharaon se lève, il va pour visiter le chantier de la pyramide, et il voit les gens travailler là-bas, et il dit en anglais, « How is it going, boys ?» Tu sais, et il a dit qu'il trouvait ça d'une bêtise absolue, et il ne pouvait pas. mais ça, c'est vrai, c'est ça le problème quand tu fais un film sur l'histoire, c'est que tu es dans la situation de How is it going, boys, si tu le traites comme ça. Donc, j'avais besoin de trouver une solution pour le dialogue, et j'ai trouvé en lisant beaucoup de littérature populaire ou littérature culte, moi en plus de la même période, beaucoup de documents, beaucoup des choses comme ça que j'ai trouvées, et je pense, et j'étais un peu obligé on a voulu tourner en 2013, mais on a tourné un an après parce qu'on n'avait pas tout l'argent, donc j'avais un an où je pouvais faire ce long travail de citation. Et après, quand j'ai découvert ça c'était un goût. Une méthode. C'est devenu un peu une méthode parce que je me suis dit, pourquoi écrire des dialogues, moi-même des dialogues pas très bien, je ne suis pas très bien à ça, et pourquoi pas utiliser des choses que j'aime dans... Et après, tu découvres qu'il y a des autres qui faisaient ça, c'est quelqu'un comme Godard qui a fait ça tout le temps, et il a même théorétisé, il a même parlé dessus, et voilà, c'est ça. Et c'est aussi peut-être la question d'originalité, parce que c'est une obsession d'être originel, d'être... de créer toi-même dans le cinéma européen quand même. C'est moi que j'écris ça, c'est moi que j'ai trouvé l'histoire, c'est moi que... Chaque réplique, travailler et retravailler. Et moi, c'est aussi une question, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les dernières années, les cinéastes ou les artistes qui ont un rapport fort avec la production. Ça m'intéresse beaucoup moins les artistes qui ont un projet d'œuvre et réussi à le faire, même au niveau plus haut.
bien sûr, ça, je peux admirer, mais je me nourris plus des gens qui pensent en relation avec la production. Comme, je ne sais pas, John Cage était quelqu'un comme ça en musique, Warhol était quelqu'un comme ça dans la peinture, de trouver des façons de se débrouiller avec ce qu'on a et pas d'avoir une idée fixe. C'est peut-être une faiblesse, je ne sais pas. Mais Godard est comme ça, Orson Welles est comme ça. Tu sais, Welles a été tout le temps quelqu'un qui a réussi à faire des films parfois magnifiques, parfois ratés, parfois pas finis. Avec des ressources. Avec des ressources ou en se débrouillant. Non? C'est cette histoire que j'aime beaucoup sur les costumes, sur la scène d'Othello, quand il devait tourner une grande scène avec beaucoup d'acteurs en costume en Malta et la production était faillite, etc. Les costumes ne pouvaient pas arriver et ils pouvaient faire de nouveau, mais ça durait quelques jours et tous les acteurs étaient là-bas. Il a dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et il a eu l'idée de faire la scène avec la tuerie, l'assassination de Rodrigo dans des bennes turcs. Pourquoi? Pour que les comédiens puissent être nus. Là-bas, il n'avait pas besoin de costume. Moi, je préfère un exemple comme ça qu'un exemple d'un réalisateur qui disait non, on attend, on fait les costumes comme il faut et après on tourne la scène comme il faut et comme je l'ai imaginé depuis 7 ans. Non, Welles a fait exactement l'opposé. Et pour moi, ça, c'est un exemple qui m'intéresse plus. Et c'est pour moi personnel, je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire différemment que les exemples qui sont dans l'autre direction. Donc c'est à cause de ça, c'est tout le temps en nécessité de réussir à faire quelque chose qui me pousse à trouver soit des citations, soit des autres choses. Donc, mais d'un problème que tu cherchais à résoudre, le problème de comment parler ce roumain du 19e siècle, c'est devenu une méthode, les films avec lesquels tu enchaînes sur Aferim, Cœur cicatrisé, qui sort en 2016. Oui. C'est aussi un film très littéraire, ça encore. Oui. Et il me semble que tu ne veux pas faire simplement une adaptation, porter ce roman à l'écran, construire un équivalent cinématographique. Il me semble que tu essaies de mettre en scène dans ce film un vrai dialogue entre le cinéma et la littérature. Oui, c'est vrai, c'est peut-être lié aussi à ce désir ou à ce plaisir que j'ai dans la littérature, dans le cinéma, disant littéraire. Quand on dit cinéma littéraire, j'ai aussi une réaction contraire parce qu'il y a un cinéma littéraire qui est très mauvais. Toutes ces adaptations littéraires de grands classiques, etc., c'est ça ce qu'on nomme cinéma littéraire. Mais pour moi, quelqu'un comme Marguerite Duras, quelqu'un comme je ne sais pas, parfois Rivette, parfois Straub, qui utilise... et même Truffaut à un niveau plus populaire. Oui. Et des autres, Romer parfois dans certains films. Ils utilisent la littérature comme une matière cinématographique comme les autres. Et ça, c'est une différence, à mon avis, très importante et peut-être pas très visible, pas très... capable de définir où est ça. Mais pour moi, c'est une différence grande entre quelqu'un comme Godard quand il fait King Lear et quelqu'un comme Kenneth Branagh quand il fait un film de Shakespeare. Parce que Kenneth Branagh a fait un film comme tous les films, mais c'est seulement que les personnages disent des lignes de Shakespeare. Mais quand quelqu'un comme Romer fait un film tiré de Kleist, les dialogues sont comme des objets en soi, ou quand Straub fait un film sur la littérature. Donc j'essaie de trouver un peu cette direction, à ma capacité. Cœur cicatrisé, ça sort en 2016, et c'est à cette époque que tu commences à travailler dans le théâtre.
En 2016 et 2017, tu travailles pour divers théâtres roumains, mettant en scène quelques spectacles avec un côté cinématographique. Tu mets en scène une adaptation théâtrale de Fassbinder, tous les autres s'appellent Ali. Tu mets en scène une adaptation de Bergman, je crois qu'en français c'est Scène de la vie conjugale. Oui. Et aussi une adaptation du roman dramatique de Jean-Claude Carrière, qui est célèbre comme scénariste, La dispute. Non, c'est une pièce, en effet. C'est une pièce. C'est un roman dramatique, mais aussi une pièce. Et tu es parti de la pièce. Oui. La controverse de Valladolid. Et on voit très bien comment ça t'a servi dans des films que tu as fait après, comme peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares, mais aussi Uppercase Sprint, un film avec un côté théâtral très appuyé, très Oui. souligné. Mais ma question est, pourquoi t'es-tu arrêté? Non, mais d'abord, je dois dire que j'avais ce désir, j'étais tout le temps intéressé par le théâtre, et j'avais ce désir encore plus après j'ai rencontré Alexandru Dabija, qui est devenu un acteur très important pour moi, mais il est le boyard en affaire, et il est un metteur en scène très important. Et quand j'ai commencé à faire ça, je ne savais pas que ça va me servir beaucoup pour résoudre quelques blocages que j'ai ressentis dans le film. Je peux donner un exemple parce que et je conseille tout le monde qui veut faire du cinéma de faire du théâtre aussi, ou même essayer une fois ou deux fois, je ne sais pas. Parce qu'on dit, voilà, théâtre est un langage très codifié et avec moins de liberté que les outils de cinéma et le langage de cinéma qui est apparemment plus souple peut offrir. Et en effet, j'avais découvert que c'est exactement l'opposé. Parce qu'en théâtre, c'est une liberté, c'est la question du jeu, la question du ludique, c'est dans l'esprit du théâtre beaucoup plus que dans la plupart du cinéma. Si on est les deux ici et je dis, voilà, je suis Hamlet et tu es Claudius, si tu veux, personne n'a pas aucun problème si on commence à jouer la pièce. Mais si on filme ça, tout le monde va dire, mais ça c'est pas bien, c'est pas possible, c'est pas l'âge, c'est pas ça, c'est pas le décor qu'on a besoin. Donc, en venant du cinéma, tu as trouvé libérateur. Absolument libérateur, ça. Et pourquoi t'as-tu arrêté? Ouais, je viens ici parce que d'abord, je n'ai pas arrêté parce que j'ai fait des films tirés des pièces de théâtre et c'était ça mon côté de retravailler un peu en théâtre. J'ai fait Uppercase Sprint qui s'est montré ici, je ne sais pas. Oui, c'est montré ici. C'est un très bon film. André a écrit un peu réservé sur lui, mais je pense qu'il a été en erreur. Je l'aime beaucoup. Donc, c'est une pièce de théâtre documentaire que j'ai travaillé. Et dans mon nouveau Dracula, il y a 2 ou 3 presque pièces qui sont faites. Mais j'étais obligé d'arrêter parce que j'étais très fatigué. Et j'ai trouvé que l'idée de faire théâtre et cinéma dans le même temps, et avoir une vie aussi dans le même temps, c'est très, très difficile pour moi à ce moment-là. Donc, j'ai arrêté pour le moment, parce qu'un projet que je veux absolument faire, mais je ne sais pas si c'est possible, c'est de faire Starship Troopers sur la scène, de roman de Robert Heinlein, et de faire avec beaucoup des acteurs qui jouent les bugs. Donc pas du film de Verhoeven. Bon, c'est le film de Verhoeven, mais tu vas à sa source. Oui, à sa source, parce qu'on peut avoir l'argent pour acheter le scénario pour le faire, mais on peut commencer de roman et faire le même truc sur la scène et avoir les comédiens qui jouent les insectes là-bas. Mais j'ai essayé un peu d'ouvrir ces discussions et un directeur de théâtre m'a dit, mais tu peux t'imaginer que les comédiens accepteraient de jouer... Mais c'est pour le plaisir d'avoir ces hommes insectes se tortiller, agonisant sur la scène. C'est un peu la chose que je n'ai pas osé faire quand j'ai fait du théâtre, mais je pouvais le faire de plus en plus, et de faire un peu trash, de détruire un peu la sériosité de la langage de théâtre, et j'aimerais le faire maintenant. Et je pense qu'une histoire un peu pulp comme ça,
sans aucune dimension esthétique dans les dialogues ou dans la mise en scène du théâtre, et avoir cette comédienne qui joue des insectes géantes, ça sera un très... Et j'espère de le faire un jour. J'ajouterais ici qu'à part cet intérêt pour un théâtre élevé, cohabitant, Oui. avec lui, il y a toujours eu, chez toi, depuis tes débuts, cet intérêt pour le vaudeville, pour le théâtre de revue, pour le burlesque grossier, pour la vulgarité criarde des sketchs de télévision et plus récemment pour cette culture trash Oui. de faire de TikTok. Oui, mais tu sais que c'est déjà théorisé et la façon dont je me place dans ça, c'est cette façon qui peut être trouvée dans un livre qui peut être downloadé d'Internet gratuitement sur le site de MoMA, qui s'appelle High and Low, de Adam Gopnik et quelqu'un d'autre. C'est en effet le catalogue d'une exposition importante qui a été dans les années 90 à New York et qui montrait dans une façon très intelligente à quel niveau l'art moderne, peinture, sculpture, etc., est lié avec des idées hautes et des idées basses. Donc c'est toute l'influence de advertising, de publicité, de caricature, de je sais pas, des autres choses, bande dessinée qui est là. Et je crois que ça peut exister, et ça existe bien sûr en cinéma aussi, et ça m'intéresse, mon intérêt c'est dans cette direction. J'aime beaucoup mélanger, et je pense que si on le mélange, on voit beaucoup mieux comment il peut appartenir à la même dimension des citations littéraires, on peut dire très haut, avec des acteurs de très basse, considérés de très basse qualité, parce que pour moi, ils sont des grands acteurs, ou des textes considérés vulgaires, ou même des images de TikTok, ou des images... mais ici, c'est un peu plus... C'est une question plus grande, parce que je considère que la définition de ce qui est le cinéma, c'est limitatif. Dans le monde du cinéma, dans le monde, on peut dire, pas nécessairement la Fille de Marseille, qui est beaucoup plus ouvert, mais si tu vas dans un festival, grand festival de cinéma, tu vas pas trouver des films faits avec le téléphone mobile, tu vas pas trouver des choses faites avec des logiciels sur Internet, etc. Ils sont considérés para-cinéma ou à côté du cinéma. Et moi, mon obsession est de considérer toutes ces formes appartenant au cinéma. C'est comme c'est un texte fameux de Hollis Frampton qui je trouve très beau, très intéressant, lui comme théoricien, mais aussi comme cinéaste, mais comme théoricien, dit à un certain moment que le cinéma existe depuis le début de l'humanité, mais c'était seulement des cadres noirs. Et à un certain moment, avec la première photo, une image est apparue, après une deuxième, après une troisième. Et maintenant, il voit toutes les images du monde, les images photos, ou les images vidéo ou cinématographiques, comme une partie de cette film infini. Bon, c'est une belle métaphore, bien sûr, mais je crois en elle. Je crois que si je regarde un clip de TikTok, c'est vraiment quelque chose du cinéma. Et parfois, tu trouves dans cette clip TikTok, vraiment, si j'ouvre comme ça, j'ai fait tout le temps cette expérience, on peut voir à quel niveau tu trouves, je ne sais pas, des choses soit documentaires, soit qui ont beaucoup de... Oui, c'est mon compte, mais c'est ce qui apparaît maintenant dans le feed. Voilà. Et cette mec là-bas. Voilà, ça c'est une fiction, tu sais, c'est comme Méliès. Bon, c'est du théâtre en quelque chose. De théâtre. Ça c'est Popa Elena Luminița, une grande star. Bon, elle est de monologue. Voilà, beaucoup de hot women sur le monde. Voilà, c'est... Beaucoup de musique, assez vulgaire. Voilà, avec Donald Trump sur l'intelligence artificielle comme ça, non? En femme, c'est des jeunes avec beaucoup de créativité.
Pourquoi pas ne pas cinéma? Non? Voilà. Intelligence artificielle de nouveau. Moi, je suis jaloux que j'ai pas fait ça. Ah, et ça, c'est Mihai Enak, un Dion, un autre... Voilà. Comment on peut dire que ça c'est pas du cinéma? Je comprends pas. Pour moi, c'est le plus important parce que c'est vernaculaire. Tu peux voir exactement... c'est comme la poésie populaire, c'est comme la musique populaire. Bon, mais retournant 2016-2017, non, parce qu'on va dans cette direction, mais on va pas à pas. Okay. 2016-2017, c'est évidemment une période très productive, très féconde. Et une autre chose que tu fais dans cette période, tu commences à travailler avec des images et des sons d'archives. Oui. Tu fais ton premier documentaire de montage, ou ton premier slideshow, The Dead Nation. Piasson, dit Marius Panduru. Oui. C'est en 2017. Et puis, tu commences à t'intéresser vraiment à la question du montage. Oui. Et tu deviens un peu systématique, tu relis Eisenstein sur le montage, et ça se voit dans les films que tu fais après. C'est intéressant parce que c'est une autre façon de rompre avec le nouveau cinéma roumain de tes débuts. Un cinéma qui avait minimisé et minorer les enjeux du montage, en nom du réalisme du plan séquence. Oui. Mais je ne crois pas que c'est à cause de ça que tu t'intéresses au montage pour sortir des rangs du nouveau cinéma roumain. Ça a à voir avec ton intérêt pour l'histoire, pour ton intérêt pour quoi? Pour les crimes, les épisodes honteux de l'histoire roumaine. Oui, mais tu sais comment ça s'est apparu? En effet, on n'a jamais parlé de ça et je pense que j'ai jamais dit. Bon, d'ailleurs, les films de found footage, si on dit comme ça, ou les films avec matériaux d'archives, n'étaient pas beaucoup visionnables ou considérés en Roumanie dans les dernières 20 années. Donc c'était un continent que j'avais découvert peu à peu, avec certains cinéastes, soit Farrokhie, notre ami Andrei Ujică, soit après des autres comme Yervan Giannichian et Angela Riccilucchi, et après avec l'intérêt beaucoup des autres. Mais en effet... Quand découvres-tu le cinéma de Giannichian et Riccilucchi? Je pense que en 2013... Mais comme spectateur, pour moi, c'est tout le temps en recul, ça dure un peu. Mais dans la même année, tu ne pensais pas encore à y faire Non, pas du tout. Mais quand j'ai commencé à penser, je pense que c'était 2013, j'avais une commission de Discovery Romania. Ils ont dit, on peut te donner un peu d'argent et faire une publicité sur une série documentaire qu'ils ont fait sur l'assassination de Kennedy, et avec la possibilité d'utiliser les images de show, mais aussi de tourner ce que je voulais. Donc j'avais la liberté, mais pas beaucoup d'argent, de faire un pub réel, d'inviter des comédiens, etc. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec et devait être 2 minutes, je me souviens. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette commission? Et à un certain moment, je me suis dit, mais pourquoi je fais... c'était la date d'assassination de Kennedy, que je ne me souviens pas. 63 oui, octobre ou novembre, je ne me souviens pas. Et je me suis dit, si je vais à l'archive du film et je cherche les matériaux de cette époque-là, en Roumanie, parce que c'était une commission pour la Roumanie. Et j'ai fait ça,
Et donc j'ai fait un film un film de 2 minutes, je ne sais pas si je l'ai encore, je peux te le montrer, qui s'appelait quelque chose en Roumanie en novembre 63, et on avait des images de propagande. Et après, je disais, pendant son temps en Amérique, et j'ai mis le film Zapruder avec l'assassination de Kennedy. C'était très drôle. D'ailleurs, il a gagné un prix à New York pour les publicités. Je suis très fier de ça. Bon, et après, ça m'a donné un goût de travailler. Ça a commencé comme ça, parce que j'avais découvert que même seulement en montant des images d'archives, des images d'autres, tu peux les faire, tu peux les approprier. C'est une question d'appropriation, c'est une question de sentir que ça t'appartient, de sentir que c'est une question que tu peux... Et après, le premier film que j'ai fait, en effet, je ne voulais pas le faire, c'était Țara moartă, La nation morte, qui était montré ici, qui venait, comme tu dis, de l'intérêt dans l'histoire et de recherche que je faisais en historien amateur, si je peux dire comme ça, en essayant, en recherchant des documents, parfois des documents visuels ou audiovisuels. Et tout d'un coup, je me suis dit, voilà, parce que j'attendais, c'est aussi, comme je disais, tout le temps, de plus en plus, de cette époque-là, une question de production. Je me suis dit, voilà, je n'ai pas l'argent pour faire le film, peu m'importe si les gens le considèrent comme des barbares, mais je peux faire autre chose. Et j'avais cette document et cette image que je trouvais, et j'ai utilisé en effet pour un autre film, pour Cœur cicatrisé, comme inspiration. Et de ça, je me suis dit, si j'ai les photos, si j'ai les textes, je peux peut-être faire un film avec ça. C'est tout le temps la question de possibilité de faire quelque chose. Faire avec ce qu'on a et pas nécessairement avec ce qu'on imagine qu'on a besoin. C'est aussi un peu un développement de ton intérêt pour l'histoire, pour l'histoire ignorée, pour l'histoire cachée, pour l'histoire rayée, pour les épisodes honteux restés bannis en dehors, dans le hors-champ de la mémoire officielle. Et ça commence avec Aferim. Oui. Puis dans Cœur cicatrisé, il y a le début de l'antisémitisme des années 30. Oui. Bon, et puis la nation morte. Oui, mais je ne sais pas comment c'était pour toi, parce que j'ai parlé un peu à la Q&A de Nation Morte, parce que pour moi, nous sommes de la même génération, la découverte de cette histoire s'est passée après la Révolution, quand j'étais adolescente, et quand j'étais déjà amoureux de quelqu'un comme Cioran, que je lisais, et quand j'avais découvert avec les livres de grands Zygone, intellectuels de la génération des années 30. Oui, exactement. Et quand tu découvres que presque tout était pas seulement des fascismes, mais des fascistes extrêmes, honteux. Ils ont écrit des choses et pensé et fait des choses absolument terrifiantes. Ça m'a énormément marqué, pas en pensant à des films à cette époque. Et bien sûr, quand j'ai commencé à faire un film après l'autre sur l'histoire, c'était ces histoires m'ont plus caché, que j'avais découvert quand j'étais jeune. Est-ce que ça a aussi à voir avec ton expérience de jeunesse comme assistant réalisateur de Costa Gavras sur le tournage d'Amen? Bon, ce n'est pas un film roumain, ça n'a rien à voir avec les massacres perpétrés par l'armée roumaine, ça a à voir avec la passivité du Vatican en face de l'Holocauste. Mais ça a été tourné en Roumanie. En Roumanie, et tu y étais assistant réalisateur. Oui, je me demande si ça n'a pas... Peut-être que ça a laissé des traces, mais je dirais que plus tard, parce que quand j'ai travaillé pour ce film, à cause que j'ai commencé à travailler pour ce studio, Mediapro, qui en effet, ils ont privatisé le studio d'État communiste. Donc on travaillait pour ceux qui étaient là-bas, et ça c'était une grande chance, je le vois comme une grande chance. Mais je pense qu'à l'époque, je n'aimais pas beaucoup le film de Costa Gavras, je l'aime plus maintenant. Donc je vois pas, j'aimerais te dire que c'est une liaison directe parce que je l'admire énormément et comme je dis de plus en plus. C'est aussi l'adaptation d'une pièce de théâtre documentaire. Et tu es devenu intéressé dans le théâtre documentaire et des choses comme ça plus tard, c'est vrai. Voilà, c'est beaucoup de choses communes, mais je vois pas honnêtement. À l'époque. Non, ça m'intéressait pas.
Ça, c'est devenu plus tard. Comme l'intérêt en montage, parce que j'avais lu Eisenstein, bien sûr, comme tout le monde, quand j'avais 20 ans, j'ai vu ses films, etc. Mais la découverte, la vraie découverte d'Eisenstein, qui pour moi est cruciale et très importante, c'est venu plutôt par ces textes, par ces livres, par ces articles ça existe dans beaucoup de formes, dans beaucoup de... pas des éditions complètes dans les langues que je connais, anglais et français, mais c'est un corpus énorme de textes d'Eisenstein ou des textes sur Eisenstein ou sur son façon de penser. Et je trouve aussi, parce que je suis quelqu'un intéressé en théorie ou en critique ou en histoire du cinéma, mais pas d'une façon de savoir quand quelque chose a eu place, mais je suis obsédé ou très intéressé de trouver des solutions ou des idées pour ce que je fais ou ce que je veux faire. Et en Eisenstein, j'ai trouvé même des idées pour un ou deux de mes courts-métrages et des idées pour des autres films, et même pour le Centre Pompidou, je dois faire, mais peut-être plus tard parce que je suis très occupé maintenant, un film qui est autour des idées d'Eisenstein et des matériaux qu'Eisenstein a pensé pour ses montages et qu'il n'a pas fait. Peux-tu nous dire un peu plus sur ce projet? Oui, Eisenstein parle beaucoup des montages dans l'œuvre, on peut dire, des peintres, des écrivains, des autres, comme sur El Greco, sur Leonardo da Vinci, sur Goya, sur certaines œuvres de Goya ou certaines séries de Goya, Hogarth, Mariage à la mode, etc. Et je veux faire, parce que maintenant avec la technologie, on peut prendre ces images et faire ou travailler autour des idées que Eisenstein a eues. Tu as esquissé un peu ça, partant des idées d'Eisenstein sur Daumier. Sur Daumier, dans un court-métrage qui s'appelle Caricaturana, qui, je crois que c'est pas très bien fait, mais je veux reprendre ça dans une dimension un peu plus longue. Donc pour moi, c'est pas une différence entre théorie et pratique dans un certain... Comme on a parlé beaucoup, et je dois avouer, j'avais découvert Jay Hoberman à cause de ton obsessif mentionné de lui sur Internet ou sur Facebook. On est sur cette Jay Hoberman Appreciation Society. Et à cause, parce que j'admire énormément Andrei, quand il a commencé à dire de Hoberman, j'ai commencé à lire. Et dans les livres de Hoberman, dans certains textes, comme son texte Bad Movies, que tu m'as fait découvrir, j'avais découvert quelque chose pour me donner un certain courage ou une certaine direction que, intuitivement, je l'ai senti, mais c'était pas exprimé, je ne savais pas où le trouver. Et tout d'un coup, quelqu'un comme Hoberman a su l'exprimer mieux que moi et m'aider d'une certaine manière. Quand j'ai fait le premier film que tu as montré, N'attendez pas trop de la fin du monde, je lisais et relisais le texte de Hoberman chaque jour presque, obsessionnel. L'idée de Hoberman, pour ceux qui n'ont pas... Mais ça se voit plus dans Dracula, dans ton prochain film, oui. Dracula, l'influence de cet essai de Bad Movies de Hoberman. Je pense que oui, parce que je revisité les films de Ed Wood. L'incompétence d'un réalisateur comme Ed Wood peut être libératrice pour des cinéastes expérimentaux. Pour tous les cinéastes, je ne sais pas comment sont les autres, c'est chacun à sa manière, mais l'un des problèmes que je trouve, c'est cette obsession, j'ai du mal à le dire, d'être à un haut niveau, d'être bon, d'être extraordinaire. Du cinéma soigné, du cinéma fini. Cinéma soigné, cinéma fini, cinéma de grande qualité, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, c'est tout le temps un désir d'échapper à ça. Et c'est à cause de ça. J'avais hier une discussion, je ne sais pas si Mathias Pinheiro est ici, et on a parlé des derniers films de Hong Sang-soo, où il dit qu'il considère là en grande violence que Hong Sang-soo fait contre soi-même, parce que les films sont de plus en plus, des histoires sont presque inexistantes, l'image c'est de plus en plus mauvais, même
c'est un film où il a fait flou l'image. Donc c'est quelque chose à trouver parce que quand tu casses quelque chose, quand tu détruis quelque chose, c'est bien sûr quelque chose qui n'est pas bien, mais dans ça, tu peux trouver une certaine liberté ou même une certaine découverte de quelque chose. C'est difficile et dangereux d'une certaine manière, mais c'est comme Warhol. Warhol, c'est, comme Hoberman dit, l'ultimate bad filmmaker. Mais ça commence avec ta redécouverte de Warhol. Ma découverte, en effet, parce que je ne connaissais pas très bien ces films, je connaissais seulement... Et tu dois ça un peu à Hoberman? Non, c'était dans le même temps. Je sais pas, je pense que c'était 2019 ou de 2000. Oui, quand j'ai commencé à revoir sur Internet, et tout d'un coup, j'ai devenu de plus en plus intéressé à Warhol. J'ai commencé à downloader tout ce que on pouvait trouver sur des sites cinéphiles d'Internet, parce que les films de Warhol sont la plupart introuvables. Et ça, je trouvais l'expérience de voir les films de Warhol, de lire ces textes, c'est aussi très important. Warhol est quelqu'un qui a théorisé, soit dans des interviews, soit dans un livre comme Popism. Et aussi, ils ont beaucoup de livres autour de lui par ses collaborateurs. Donc, j'ai lu tout ça, tous ces corpus. Et j'ai trouvé là-bas une méthode qui m'est restée en partie. Tu peux pas... je ne peux pas faire la même chose et je n'ai pas l'intention, le contexte est changé, mais tu peux trouver là-bas dans ce désir de travailler à une certaine vitesse, tu peux trouver des choses qui t'ouvrent quelque chose. Et ça, c'est une autre question qu'on n'a pas discutée, qui c'est la vitesse. Parce que j'ai parlé dans l'interview avec Cyril de cette... pour tout le cinéma, je pense, mais pour le cinéma documentaire ou pour le cinéma de fiction, dans la structure européenne, c'est une cause, dans la structure américaine, c'est une autre cause, mais tous les deux font presque la même chose, de faire... Non, en Amérique, ça s'appelle Development Hell. C'est beaucoup de projets qui commencent, qui se développent pour des années et qui ne se font pas. En Europe, peut-être il se fait, mais le temps de développement, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et bien sûr, il y a des cinéastes qui peuvent avoir besoin de ça. Mais la question, c'est que si tu ne veux pas ça, presque tu es empêché de faire différemment. Et il y a certaines fonctions du cinéma, comme la fonction journalistique, des réactions rapides, qui ne peuvent pas être poursuivies. Absolument. Et certaines formes plus fragiles qu'un cinéaste qui fait un film chaque 4 ans. Peut-être il fait des chefs-d'œuvre, mais il y a des certaines formes qui peuvent être importantes, à mon avis, ou utiles, qui se perdent à cause de cette... comme on a parlé, je te disais, tu ne peux pas écrire un haïku dans 10 ans. Tu l'écris dans un jour, dans 2 minutes, peut-être dans 2 jours. Et inversement, tu ne peux pas écrire à la recherche de temps perdu dans un week-end. Donc c'est les deux. Mais si je veux écrire un haïku en cinéma, les gens disent, voilà, tu dois mettre 3 années pour l'écrire. Et j'ai dit, mais je peux le faire maintenant. Et il dit, non, tu ne peux pas le faire maintenant. On ne te donne pas rien, on ne te donne pas l'argent, on ne te donne pas la distribution, on ne te donne pas des festivals. Bon, il y a des exceptions, bien sûr, mais comme paysage général, je le trouve comme ça. Et si tu fais une recherche amateuristique, historique, tu découvres que ce n'était pas comme ça. Dans le livre de Bordwell sur Ozu, dans Ozu and the Poetics of Cinema, c'est en 2-3 pages où il parle de le changement dans le système de studio que quelqu'un qui s'appelait, je pense, Kido, a fait en Japon. Et il a engagé, parce que tout le monde était engagé, les réalisateurs, les stars, les scénaristes. Et les scénaristes étaient obligés de faire un scénario de long métrage par mois. Et les réalisateurs, je ne sais pas, 2, 3, 4 films par an, etc. C'était encore la période muette. Et après, tu découvres que même les plus grands films de Ozu de l'époque, comme I Was Born But, je suis né, mais étaient apparus à cause que le scénariste était, à la fin du mois, il était obligé en 24 heures à donner un scénario, un bon scénario. S'il n'était pas bon, il était viré. Donc, il demandait à ses amis réalisateurs, des autres co-scénaristes, des autres scénaristes de venir chez lui et s'efforcer d'écrire quelque chose
dans l'état d'urgence pour avoir... Bon, je ne dis pas qu'on doit faire ça, mais tu vois, les films d'Ozu de l'époque ou des autres cinéastes japonais, tu découvres, voilà, c'était fait comme ça. Dans un jour de... Maintenant, un scénariste qui se prend au sérieux dit, voilà, je vais prendre 2 ans pour écrire un peu, et après, je vais dans un workshop, et après... non, et pourquoi pas s'il a besoin de ça, ou si elle a besoin de ça. Mais si tu n'as pas besoin de ça, qu'est-ce que tu fais si tu es obligé? C'est comme un peintre, quand Goya était... il disait, tu dois faire le portrait de cette duchesse, il disait pas, mais voilà, j'ai pas d'idée, je dois faire le scénario 2 ans pour ça. Il faisait la peinture. Donc, j'essaie de retrouver un peu pas une rapidité, je ne suis pas obsédé pour produire, seulement pour produire, mais j'avais découvert que c'est presque axiomatique que le temps dicte un peu le type d'œuvre que tu fais. Si tu fais quelque chose dans un jour, peut-être c'est mauvais ou très fragile ou très pauvre, mais c'est un film fait dans un jour qui ne peut pas faire dans une année. Donc j'essaie un peu de mélanger ces choses. J'ai des projets pour que je travaille beaucoup, mais dans le même temps, je peux faire des autres types de films. Et je pense que pour toi, c'est la même chose. Quand tu as écrit une chronique pour un film, ce n'est pas la même chose que quand tu as écrit un livre. Non. Donc c'est autour de l'année 2020 Oui. que tu commences à accélérer au lieu de ralentir. Mais avant ça, il y a ce que je regarde comme un second grand tournant. C'est un film de 2018, il sort en 2018, peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares, et qui est une sorte de synthèse, apparaît à l'époque comme une sorte de synthèse de tes recherches déroulées en 2016 et 2017. Il y a la question des crimes perpétrés par l'armée roumaine durant la Seconde Guerre mondiale, et restée depuis méconnu. Il y a ton travail sur les archives, il y a le dialogue avec la littérature, il y a le théâtre, la théâtralité, cette fois une théâtralité politique, didactique, dérivée de Brecht. Il y a ton intérêt pour la farce, pour le burlesque. Donc, si à Férim, 3 années plus tôt, tu avais détaché des rangs du nouveau cinéma roumain, avec ces films, on te retrouve déjà bien loin. On te retrouve dans le sillage de quelqu'un comme Jean-Luc Godard, et la presse commence à parler de ton godardisme. Je vais te demander si tu as pris Godard comme point de repère pour ce film, combien ça a été délibéré. Mais avant ça, regardons un extrait, peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares. Bon, la question, l'esprit godardien qu'on a voir dans ton film. Oui, mais je pense que c'est l'esprit godardien mélangé avec Brecht qui était très important pour Godard à un certain moment, peut-être tout le temps en effet. Tu le vois dans Vivre sa vie, tu le vois après dans les années 70, dans des films que j'aime pas beaucoup comme film, mais qui m'ont quand même influencé. Les films de la période maoïste Oui, des films comme Van d'Est, des films comme... je me souviens pas maintenant... Les films plus fictionnels, le film sur le procès en Amérique. Quoi? Vladimir et Rosa, exactement. Rosa. Oui, ces films, les films de Straub aussi, d'une certaine manière. Et Brecht lui-même, que j'ai lu... Même aujourd'hui, je n'ai pas très bien lu et c'était pas très bien traduit à l'époque en roumain. Même maintenant, ça existe. Véronique a travaillé pour 2 volumes de Brecht, je pense. Mais je l'ai lu en anglais ou en français. Donc, c'était des choses comme ça. Et aussi, une autre question qui était liée à la pratique, c'était des choses découvertes, je pense, par moi-même, parce que je faisais mes recherches avec des historiens ou seul, avec des documents, avec des livres, dans les archives, etc. Et j'ai commencé à me poser la question comment je peux faire
le film. Et en effet, ce film a été apparu comme une sorte de blague. C'est dommage la projection pour qui ne l'a pas vu et veut le voir. Je pense que c'est pas mal. Mais c'est commencé. Je voulais faire un film sur cette, pour moi, l'un des plus noirs épisodes de l'histoire roumaine, la tuerie Odessa. d'Odessa. Mais tu voulais faire un film historique? Je ne savais pas quoi. Je ne savais pas quoi à un certain moment. Quand j'étais à Timișoara et j'ai travaillé pour la pièce de théâtre, Florin Iepan, un documentariste, m'a montré son documentaire qui, à l'époque, n'était pas, je le trouvais intéressant, mais pas ce qui m'intéressait. Donc, exactement à ce moment, j'étais invité par quelqu'un qui a été un consultant historique sur les costumes de Aferim, avec mon enfant qui, à l'époque, avait 7 ans, qui est mon enfant plus âgé, et de voir un spectacle de reconstitution militaire, que je ne savais pas qu'est-ce que ça, militaire. Quelle bataille? Bataille de Mărășești. C'est une bataille héroïque de la Première Guerre mondiale. Et j'étais là avec mon enfant, j'ai trouvé ça assez ridicule. Mais à la fin, j'ai dit à ce mec que j'étais le voir, j'ai dit merci beaucoup pour l'invitation. Et il m'a dit qu'est-ce que tu penses? J'ai dit très intéressant. Mais pourquoi vous mettez en scène pas un massacre? Et il a dit very funny, un peu comme ça. Et ça m'a resté. Je me suis dit mais tout d'un coup, la deuxième jour, je me suis dit voilà, ça c'est ça la clé. Pour mon projet ou pour mes idées sur ça. Donc j'ai commencé à le travailler très vite en effet. J'ai écrit le scénario en 5 jours, la première version. Et après j'ai mis des autres documents au fur et à mesure en préparant le film. Mais c'est seulement cette blague, cette idée oblique de faire pas un film sur le massacre lui-même qui c'est beaucoup de problèmes conceptuels, éthiques, philosophiques, sur la philosophie de l'histoire, sur la représentation, etc., qui m'empêchaient de prendre cette direction. Et je n'avais pas une autre. Et quand j'avais découvert cette pratique de reconstitution militaire, je me suis dit, voilà la solution. Et après, tout s'est commencé par la fin, vers le début, en effet. Mm-hmm. Dans ta conversation avec Cyril Neira, tu dis que c'est pas le film de tes films, celui qui a été reçu avec le plus d'hostilité en Roumanie, c'est The Dead Nation, c'est La Nation morte. Mais celui-ci aussi, quand il est paru en 2018, oui. Ça a été reçu avec une certaine hostilité et peut-être qu'on doit donner au public un peu de contexte pour ça, ce que cela signifiait en 2018, s'en prendre à la glorification d'Antonescu, faire un film attaquer le culte d'Antonescu. Bon, d'abord, je pense que c'est beaucoup de choses qu'on peut dire ici sur l'hostilité, parce que c'était une hostilité sur le sujet, mais c'était aussi, juste pour dire ça, une hostilité sur la forme du film. Des gens qui étaient historiens ou des gens de la littérature ou des gens qui disaient voilà le sujet, je suis d'accord, je ne suis pas contre, mais c'est pas un film, c'est autre chose, ou c'est pas bien fait, ou c'est trop de littérature, etc. Bon, mais là, c'était deux questions qui étaient aussi par des collègues, tu sais, mais bon, je ne discute ça. Des gens qui disaient, voilà, c'est faux, ça n'existe pas, même si j'ai utilisé les informations acceptées officiellement par l'État roumain à cause du rapport Elie Wiesel. Et c'est ce rapport qui m'a fait réussir à faire le film, parce que je l'avais avec moi tout le temps. Et quand, avec les autorités on s'est rencontrés, le musée militaire, etc., s'ils disaient, voilà, ça c'est pas correct, je disais, voilà, c'est le document ici, c'est le rapport Wiesel
assumé par l'État, accepté par l'État roumain, etc. Bon. Et aussi, c'était après la question, je pense, sur le communisme. Il y avait des gens, et ça, c'était toute l'obsession, je pense, d'une certaine intellectualité, ou de l'intellectualité plus officielle de Roumanie. Après la Révolution, c'était de dire, et tu trouves, tu sais, c'est un texte sur la maison d'édition Humanitas, où Horia Patapivic, qui est un très important intellectuel roumain d'après la Révolution, et il dit qu'ils sont rencontrés Monica Lovinescu, qui était de l'Europe Free Europe, de Radio Free Europe, etc., et au début des années 90 en Roumanie, et elle a crié pourquoi vous écrivez des choses contre les fascistes, c'était je ne sais pas quel texte, quand c'est le communisme contre on doit lutter maintenant parce qu'on a juste sorti d'une dictature communiste. Mais la mystification commence avant la chute du communisme. Le maréchal Ion Antonescu avait été exécuté comme criminel de guerre en 1946, quand la Roumanie était occupée par l'armée rouge. Mais depuis le début, les caractères racistes et antisémites de ces crimes ont été un peu minimisés. Et puis, pendant Ceausescu, quand le communisme roumain prend ce tournant... Ceausescu aimait Antonescu, il l'admirait. Parce que le communisme roumain devient très nationaliste. Et sous ce communisme très nationaliste, Antonescu, sans jamais être vraiment réhabilité, tu ne pouvais pas vraiment réhabiliter pendant le communisme un allié de Hitler, pas tout à fait, mais il devient une figure ambiguë, objet d'une certaine sympathie, même si jamais officielle. Pourquoi? Parce qu'en 1941, il avait arraché la Bassarabie des mains de griffes des Russes. Et puis, bien sûr, après la chute du communisme, le culte, la glorification d'Antonescu, ça peut soudain, ça peut se passer à la clarté du jour. Ce n'est plus rien de caché. Absolument, mais tu as tout à fait raison que c'est une réhabilitation non officielle pendant le régime Ceausescu. Mais je pense que, comme je me suis formé après la Révolution, on a vu ça avec nos propres yeux, que c'était utilisé beaucoup sur l'umbrella de lutte contre le communisme. Donc, pour les intellectuels dans le sens très large, même journalistes, artistes, etc., le fait qu'Antonescu a été contre l'Union soviétique, même si c'était sur des positions nazies, même si c'était accepté ou pas les massacres, ça c'est une autre chose, mais cette position, c'était acceptable parce que c'était contre Staline. Et c'est ça, je pense, qui a poisonné beaucoup d'espace intellectuel de Roumanie et a fait que le fascisme et les idées, on peut dire fascistes ou nazis ou antisémites ou racistes, ne sont assez considérées très mauvaises, etc. Jusqu'à on a eu presque un président néo-légionnaire, néo-fasciste d'une certaine manière. On a fan d'Antonescu. Et bien sûr, fan de maréchal Antonescu, ça c'est sans besoin de le dire. Et je pense que ce type de réaction, même si on peut dire peut-être après la Révolution c'était justifié d'une certaine manière, mais je ne vois pas pourquoi, si quelqu'un est contre la dictature de Ceausescu, ne peut pas être contre la dictature de maréchal Antonescu. Si quelqu'un accepte les crimes des goulags communistes des années 50, pourquoi ne pas accepter les crimes de régime Antonescu contre les Roms, contre les Juifs, contre les opposants, contre les communistes, etc. Ça existait même. Mais ça, dans le discours public, même quand le film est sorti, et tu as raison ici, était attaqué à cause de ça. Et même, il y avait des intellectuels, comme bon, ne citons personne, qui disaient, mais pourquoi, voilà, il est quelqu'un qui est un maoïste, un communiste, payé par Mossad, ou des choses comme ça, pourquoi il ne fait pas un film contre la dictature communiste? Et moi, j'ai fait. Pas pour ça, j'ai fait parce que je voulais faire. Après Case Sprint.
Après qu'est-ce que, et quand je l'ai fait et j'ai dit ça, ils ont dit mais c'est un seul film. Tu dois faire 10 films pour qu'on te croie. Donc, donc la manque d'honnêteté intellectuelle, d'honnêteté intellectuelle de ces gens qui jurent sur l'honnêteté intellectuelle m'a fait de dire mais je ne veux pas jamais avoir un dialogue avec ces gens parce que c'est un manque de temps. Je dois aussi ajouter que l'État roumain lui-même a reconnu très tard sa responsabilité dans la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quand, en 2003, en 2004, après le rapport Wiesel que tu as mentionné, et cette reconnaissance officielle n'a pas été suivie, n'a pas été doublée par aucune campagne de sensibilisation de l'opinion publique. Et il n'y a pas eu des images, les photos, les images de ce qui existe n'ont pas été vraiment, n'ont pas reçu une large circulation. C'est pas vrai, ça existe des photos de massacre de Yash. Ça existe des photos, mais on n'a pas fait des campagnes de sensibilisation. Regardez ça. Il n'y avait pas, le cinéma roumain n'a pas vraiment contribué à ça. Avant toi, il y a combien? 2 films. Il y a un film de Radu Gabrea. Il y a un film de fiction par Radu Gabrea, ça s'appelle Le voyage de Gruber. Et ça fictionnalise le passage par Iași de l'écrivain italien Curzio Malaparte le lendemain du massacre. Et il y a aussi ce documentaire de Florin Iepan qui est sorti, je crois, en 2013, Odessa. Et c'était à peu près tout. Oui, et c'est aussi, mais ça c'est peut-être une question très large que tu connais mieux, ou tu peux parler mieux, la résistance des cinéastes roumains de notre génération, ou la génération plus âgée, et ne parlons pas des gens moins âgés que moi, d'attaquer ces sujets, je ne sais pas, à cause d'une... D'abord, c'est un manque d'intérêt en l'histoire parmi les cinéastes. Généralement, je trouve ça. Il y a des exceptions, mais en Roumanie, en plus... C'est pas, je vois pas beaucoup de gens intéressés dans l'histoire de façon générale. Ça c'est un truc. L'autre, c'est que le cinéma de valeur, considéré comme de valeur, n'est pas dans cette direction qu'on a parlé, soit les frères Dardenne, etc. N'est pas, c'est autant présent. C'est cette mantra que le cinéma est autant présent sur les questions du présent. Donc tout ce qui est historique est considéré un peu comme pas très cinématographique, donc on peut ne pas se servir. Et après, c'est une autre chose qui, je pense que c'est beaucoup lié sur la valeur. J'entends beaucoup de gens en disant, et j'ai rien contre parce que je m'en fous de ça, qui disent voilà, s'il est un cinéaste accepté, primé, ils ont fait une rétrospective même à FID Marseille, c'est à cause de les sujets. Mais un vrai cinéaste, un vrai artiste, c'est quelqu'un qui réussit à faire un grand art sans se servir de sujets comme l'Holocauste, comme l'esclavage de Rome, etc. Et je peux comprendre cette direction d'attaque, si tu veux. J'ai rien contre ça. Mais c'est ça le sujet qui m'intéresse. Donc, c'est pas une question. Si ça me sert pour que Cyril a dit, voilà, on te fait une rétrospective, pourquoi pas? À la fin. Non, mais ça, si quelqu'un dit, voilà, j'ai fait un film pour gagner d'argent et j'ai fait ce film de genre et j'ai réussi à gagner un Oscar et l'argent, tout le monde dit, tu es extraordinaire. Mais si je dis, je veux faire un film sur l'Holocauste pour gagner l'Oscar et beaucoup d'argent, les gens disent, non, c'est pas acceptable, ça, c'est pas honnête de ta part. Pourquoi pas? J'ai pas fait pour ça, mais pourquoi pas? Si quelqu'un veut le faire. Tu as dit ça, qu'il y a ton intérêt pour l'histoire, il n'est pas présent chez beaucoup de tes collègues. Il y a cette idée que les films doivent se concentrer sur les contemporains. Mais après, en commençant par Bad Luck Banging ou Looney Porn de 2021, tu as commencé à faire des films vraiment très connecté, très raccordé au contemporain. En effet, peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares. C'est un film
contemporain, c'est à la fois historique Oui. et contemporain. C'est plus que contemporain, je crois que c'est plus contemporain maintenant, en 2025 qu'il était en 2018. C'est très intéressant ça. Parce que je me souviens quand il est sorti en 2018, ça t'a rendu très antipathique pour l'extrême droite de l'Internet. Mais il y a aussi des critiques venant de la gauche. Et il y avait cette critique, pourquoi ne fais-tu justement des films plus contemporains? Pourquoi tu t'en prennes à Antonescu, qui est une figure de la Seconde Guerre mondiale, et ce n'est pas vraiment relevant. C'est une cible. L'idée était que c'est une cible facile, parce que ça n'a pas beaucoup à voir avec nos problèmes contemporains. Mais maintenant, on a vu l'ascension de cette nouvelle droite populiste et antilibérale. Et on a vu vraiment que les idées d'Antonescu et le culte d'Antonescu restent un ingrédient très puissant dans leur formule, dans leur potion. Si tu regardes, peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares, si tu regardes maintenant, c'est presque un reportage sur le dernier cycle d'élections qu'on a eu en Roumanie. Oui, ça c'était troublant pour moi aussi. Et d'une certaine manière, je ne veux pas dire que j'avais des intuitions plus grandes que des autres et que voilà, j'ai vu ça. Pour moi, c'était aussi un travail, comme je te dis, sur l'impact sur moi que la découverte de ces histoires a eu quand j'étais jeune et après qui m'a resté. Mais tu sais, pour moi, la vraie... T'es-tu documenté à l'époque sur des groupes d'extrême droite Mais les groupes d'extrême droite, c'était, en effet, j'avais découvert, c'était les groupes de reenactors que j'avais travaillé avec et qui j'ai réussi ça à rompre en deux. Le seul groupe de military reenactors en Roumanie parce qu'ils s'étaient fâchés contre... Et seulement certains ont resté et l'autre on fait un autre groupe. Donc, un c'est tradition militaire et l'autre c'est tradiții ostășești maintenant, tradition des militaires. Ce sont leurs noms. C'est leur nom, oui, c'était une seule tradition militaire à l'époque. Bon, mais, donc, et j'avais fait beaucoup de recherches, mais pour moi, ce n'était pas la production du film, même si là, c'était beaucoup d'opposition et j'ai beaucoup d'histoires, je pense qu'on n'a pas le temps de discuter ça, mais après la sortie du film, tout le monde disait, comme tu as dit, beaucoup de monde disait, mais voilà, c'est des histoires anciennes, des histoires qui n'ont pas aucun intérêt, c'est des histoires opportunistes de faire ça maintenant, ok, ça n'intéresse personne. Mais après, la réaction était d'une violence. J'avais reçu beaucoup des insultes, même des menaces à mort. C'était des centaines de commentaires sur les sites de journaux. Tu sais, donc je me suis dit, mais si c'est une histoire déjà finie, déjà inexistante, pourquoi la réaction est assez grande? C'était énorme. Et ça a resté énorme tout le temps quand ce film est projeté. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, ces questions, en effet, ça existe. Donc, c'est la réaction contre le film qui m'a fait remarquer, plus que mes intuitions de le faire, je pense. Oui, et après, parce qu'on parlait des films contemporains, le travail pour 7 films presque, 7, 8, je ne me souviens pas, avec les courts-métrages, sur l'histoire m'a fait plus attentif à voir le présent, je pense, avec l'œil de quelqu'un intéressé dans l'histoire. Donc ça a été comme un détour par l'histoire et l'archive. Et quand tu es revenu vers les contemporains, c'était avec plus d'urgence. Plus d'urgence, mais aussi avec un regard qui est, comment je peux dire, déjà formé par l'histoire. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme si on regarde cette bouteille, je donne cet exemple, normalement on n'a pas aucune émotion et aucun intérêt, mais s'il était une amphore grecque
2e siècle avant Christ, on disait voilà, c'est extraordinaire, on peut le regarder et apprécier. Donc, j'essaie de voir les choses soit en liaison avec l'histoire, soit en essayant de les voir comme c'est déjà après, ils ont disparu. Je ne sais pas comment dire. Donc, c'est ce sentiment de l'histoire qui ne m'a pas... qui existe, même pour les choses très contemporaines. Avec Bad Luck Banging, qui sort en 2021, Oui. Oui, on a la sensation que c'est un film qui répond à la provocation urgente de ce qu'on avait vécu. Le confinement, le Covid et tout ça. Et c'est aussi un film branché aux guerres culturelles. Il semble arraché de l'Internet, des tribunaux médiatiques, panique morale et tout ça. Regardons un morceau, c'est le dernier morceau du soir. C'est un morceau de Bad Luck Banging. Je crois qu'il y a un petit moment. Je crois qu'il y a un petit moment sensible pour les enfants dans la salle. Bon. C'est avec ces films que tu parviens à cette liberté formelle qu'on peut voir aussi dans On n'attendait pas trop de la fin du monde. Tu racontes une histoire qu'on peut poursuivre, mais c'est une forme très accommodante. Tu peux intégrer un film porno, un documentaire dans lequel tu poursuis une personne qui se promène dans les rues de Bucarest, aussi un essai construit comme un glossaire, un sitcom. Oui. Oui, c'est ici deux choses. Pour moi, bon, grossièrement, c'est l'influence des autres arts ou des autres types de la littérature plus expérimentale qui m'intéresse de plus en plus de ces années-là, soit Joyce, soit quelqu'un comme John Dos Passos, quelqu'un comme Burroughs, quelqu'un comme la poésie conceptuelle, etc. Mais aussi, comme j'ai parlé de la pratique, l'effroi, l'incapacité, j'ai commencé à travailler, et ce n'est pas très bien peut-être de le faire, à travailler en lançant des projets qui ne sont pas très finis même dans ma tête, et de les trouver en les travaillant. Et ça, parfois, devient assez neurotique et assez difficile parce que tout d'un coup, je me retrouve dans une situation où je me suis dit, voilà, maintenant j'ai réussi à trouver un peu d'argent, je dois faire le film, comment je le fais? Et tout d'un coup, dans ce cas-là, ces glossaires, comme un hommage à Dictionnaire de Flaubert, Dictionnaire de la bêtise, c'est apparu parce que j'ai commencé à avoir énormément de notes et des images et des choses parce que j'ai senti que je veux faire un peu un survol sur le contexte de l'histoire, pas l'histoire elle-même, contexte géographique, idéologique, urbain, etc. Et avec ces notes, je ne savais pas quoi faire en certain moment. Et quand j'ai eu l'idée que je peux exactement les garder comme document, comme citation et faire cette image de documentaire de dictionnaire de Flaubert, ça m'a sauvé, ça a sauvé le film pour moi. Aussi, on a trois fins. Le film a 3 fins. Un réaliste, un peu pessimiste, comme un film de super-héros. Et ça, je dois avouer que ce n'est pas à cause que je voulais faire ces fins ouvertes, mais je n'étais pas capable de trouver un fin. Donc je me suis dit, si je ne suis pas capable de trouver un fin, je les laisse tous. Et ça, c'est une façon peut-être pas très honnête, on peut dire, mais encore plus honnête en fait,
de dire voilà, je ne suis pas capable de faire. Voilà l'esquisse. J'ai nommé le film l'esquisse pour un film populaire, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment d'une certaine manière, ici ou là, c'est des choses esquissées ou des choses ouvertes dans certaines directions qui ne sont pas faites rondes. Une autre chose qu'on observe ici dans ce film pour la première fois, c'est une sorte d'expansion de ton concept d'archives. Tu étais déjà un cinéaste des archives depuis des années, mais dans ce film, ton concept d'archives s'élargit pour accommoder des images glanées sur le web, des images trash. Ah oui, c'est ici la première fois, je pense. Je crois que c'est ici la première fois. Oui, peut-être, oui. Non, oui, ça c'est vrai. Je pensais que je faisais des films avec des photos, mais ça c'était autre chose. Quand as-tu découvert le TikTok? Quand as-tu commencé à penser que c'est un vrai défi au cinéma de notre temps? Oh, oui, c'est 2020, 2000. En effet, quand Ilinka Manola, qui est l'actrice, a commencé à faire ses vidéos avec le filtre, parce que c'était son travail, son idée, c'est à cette époque-là que j'avais découvert et j'ai devenu de plus en plus intéressé dans ce phénomène d'un point de vue cinématographique et pas seulement sociologique ou pour voir ce que mes enfants voient sur Internet. Oui, et c'est élargi ce concept. Oui, ça c'est vrai, ça a commencé ici aussi. Bon, une dernière chose que tu veux dire au public. Je n'ai plus d'idée, moi. Non, dernière chose, je ne sais pas, c'est très chaud ici, non? J'ai l'impression, donc on doit arrêter. C'est mieux d'arrêter. Mais s'il y a une question, je ne sais pas, une seule question on peut prendre, non? Sinon... On a très chaud, surtout on a vraiment plus le temps. On va vous remercier très très fort tous les deux. Merci beaucoup.